Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Locus Solus par Raymond Roussel. Chapitre 1er. Ce jeudi de commençant avril, mon savant ami le maître Martial Cantrel m'avait convié, avec quelques autres de ses intimes, à visiter l'immense parc environnant sa belle villa de Montmorency. Locus Solus, la propriété se nomme ainsi, est une calme retraite où Cantrel aime poursuivre en toute tranquillité d'esprit ses multiples et féconds travaux. En ce lieu solitaire, il est suffisamment à l'abri des agitations de Paris, et peut cependant gagner la capitale en un quart d'heure quand ses recherches nécessitent quelques stations dans telle bibliothèque spéciale, ou quand arrive l'instant de faire au monde scientifique, dans une conférence prodigieusement courue, telle communication sensationnelle. C'est à Locus Solus que Cantrel passe presque toute l'année, entouré de disciples qui, pleins d'une admiration passionnée pour ses continuelles découvertes, le secondent avec fanatisme dans l'accomplissement de son œuvre. La villa contient plusieurs pièces luxueusement aménagées en laboratoire modèle qu'entretiennent de nombreux aides, et le maître consacre sa vie entière à la science, aplanissant d'emblée, avec sa grande fortune de célibataire exempt de charges, toute difficulté matérielle suscitée au cours de son labeur acharné par les divers buts qu'il s'assigne. 3 heures venaient de sonner. Il faisait bon, et le soleil étincelait dans un ciel presque uniformément pur. Cantrel nous avait reçus non loin de sa villa, en plein air, sous de vieux arbres dont l'ombrage enveloppait une confortable installation, comprenant différents sièges d'osier. Après l'arrivée du dernier convoqué, le maître se mit en marche, guidant notre groupe, qui l'accompagnait docilement. Grand, brun, la physionomie ouverte, les traits réguliers, Cantrel, avec sa fine moustache et ses yeux vifs où brillait sa merveilleuse intelligence, accusait à peine ses 44 ans. Sa voix chaude et persuasive donnait beaucoup d'attrait à son élocution prenante, dont la séduction et la clarté faisaient de lui un des champions de la parole. Nous cheminions depuis peu dans une allée en pente ascendante fort raide. À mi-côte nous vîmes au bord du chemin, debout dans une niche de pierre assez profonde, une statue étrangement vieille, qui paraissant formée de terre noirâtre, sèche et solidifiée, représentait non sans charme un souriant enfant nu. Les bras se tendaient en avant dans un geste d'offrande, les 2 mains s'ouvrant vers le plafond de la niche. Une petite plante morte, d'une extrême vétusté, s'élevait au milieu de la dextre où jadis elle avait pris racine. Cantrel, qui poursuivait distraitement son chemin, dut répondre à nos questions unanimes. C'est le fédéral à semaine contrat vu au cœur de Tombouctou par Ibn Battuta, dit-il en montrant la statue, dont il nous dévoila ensuite l'origine. Le maître avait connu intimement le célèbre voyageur Écheneau, qui lors d'une expédition africaine remontant à sa prime jeunesse, était allé jusqu'à Tombouctou. S'étant pénétré, avant le départ, de la complète bibliographie des régions qui l'attiraient, Écheneau avait lu plusieurs fois certaines relations du théologien arabe Ibn Battuta, considéré comme le plus grand explorateur du XIVe siècle après Marco Polo. C'est à la fin de sa vie, féconde en mémorables découvertes géographiques, alors qu'il eut pu à bon droit goûter dans le repos la plénitude de sa gloire, qu'Ibn Battuta avait tenté une fois encore une reconnaissance lointaine, et vu l'énigmatique Tombouctou. Durant sa lecture, Écheneau avait remarqué entre tout l'épisode suivant. Quand Ibn Battuta entra seul à Tombouctou, une silencieuse consternation pesait sur la ville. Le trône appartenait alors à une femme, la reine d'Ulcérul, qui, à peine âgée de 20 ans, n'avait pas encore choisi d'époux. D'Ulcérul souffrait parfois de terribles crises d'aménorrhée, d'où résultait une congestion qui, atteignant le cerveau, provoquait des accès de folie furieuse. Ces troubles causaient de graves préjudices au naturel, vu le pouvoir absolu dont disposait la reine, prompte dès lors à distribuer des ordres insensés, en multipliant sans motif les condamnations capitales. Une révolution eût pu éclater. Mais hors ces moments d'aberration, c'était avec la plus sage bonté que d'Ulcérul gouvernait son peuple, qui rarement avait goûté règne aussi fortuné. Au lieu de se lancer dans l'inconnu en renversant la souveraine, on supportait patiemment des maux passagers, compensés par de longues périodes florissantes. Parmi les médecins de la reine, aucun jusqu'alors n'avait pu enrayer le mal. Or, à l'arrivée d'Ibn Battuta, une crise plus forte que toutes les précédentes minait d'Ulcérul. Sans cesse il fallait sur un modèle,
exécuté de nombreux innocents et brûlé des récoltes entières. Sous le coup de la terreur et de la famine, les habitants attendaient de jour en jour la fin de l'accès, qui, se prolongeant contre toute raison, rendait la situation intenable. Sur la place publique de Tombouctou se dressait une sorte de fétiche, auquel la croyance populaire prêtait une grande puissance. C'était une statue d'enfant entièrement composée de terre sombre, et jadis fondée en de curieuses circonstances sous le roi Forouko, ancêtre de Dulcéroul. Possédant les qualités de sens et de douceur retrouvées en temps normal chez la reine actuelle, Forouko, édictant des lois et payant de sa personne, avait porté haut la prospérité de son pays. Agronome éclairé, il surveillait lui-même les cultures, afin d'introduire maints fructueux perfectionnements dans les méthodes caduques touchant les semailles et la moisson. Émerveillés de cet état de choses, les tribus limitrophes s'allièrent à Forouko pour profiter de ses décrets et avis, non sans garder chacune son autonomie, avec le droit de reprendre à son gré une indépendance complète. Il s'agissait là d'un pacte d'amitié et non de soumission, par lequel on s'engagea en outre à se coaliser au besoin, contre un ennemi commun. Au milieu d'un fol enthousiasme déchaîné par la déclaration solennelle de l'immense union accomplie, on résolut de créer, en guise d'emblème commémoratif, apte à immortaliser l'éclatant événement, une statue faite uniquement de terre prise au sol des diverses tribus conjointes. Chaque peuplade envoya son lot, en choisissant de la terre végétale, symbole de l'abondance heureuse qu'annonçait la protection de Forouko. Avec tous les humus mélangés et pétris ensemble, un artiste en renom, ingénieux dans le choix du sujet, érigea un gracieux enfant souriant, qui, véritable rejeton commun des nombreuses tribus confondues en une seule famille, semblait consolider encore les liens établis. L'œuvre, installée sur la place publique de Tombouctou, reçut en raison de son origine, une dénomination qui, traduite en langage moderne, donnerait ces mots, le fédéral. Modelé avec un art charmant, l'enfant, nu, le dos de ses mains tournées à plat vers le sol, avançait les bras comme pour faire une offrande invisible, évoquant, au moyen de son geste emblématique, le don de richesse et de félicité promis par l'idée qu'il représentait. Bientôt séchée et durcie, la statue acquit une solidité persistante. Suivant l'espérance générale, un âge d'or commença pour les peuplades fusionnées, qui, attribuant leur chance au fédéral, vouèrent un culte passionné à ce tout-puissant fétiche, prompt à exaucer d'innombrables prières. Sous le règne de Dulcéroul, l'association des clans subsistait toujours, et le fédéral inspirait le même fanatisme. La présente folie de la souveraine empirant sans cesse, on résolut d'aller en foule demander à la statue de terre l'immédiate conjuration du fléau. Vue et décrite par Ibn Battuta, une grande procession, prêtres et dignitaires en tête, se rendit auprès du fédéral pour lui adresser longuement, selon certains rites, de ferventes oraisons. Le soir même, un furieux ouragan passa sur la contrée, sorte de tornade dévastatrice qui traversa rapidement Tombouctou, sans endommager le fédéral, abrité par les constructions environnantes. Les jours suivants, de fréquentes averses résultèrent de la perturbation des éléments. Cependant, la vézanie aiguë de la reine s'accentuait, occasionnant à chaque heure de nouvelles calamités. Déjà on désespérait du fédéral, lorsqu'un matin le fétiche présenta enraciné dans l'intérieur de sa main droite, une petite plante pressée d'éclore. Sans hésiter, chacun vit là un remède miraculeusement offert par l'enfant vénéré pour guérir l'affection de Dulcéroul. Promptement développé par des alternatives de pluie et d'ardent soleil, le végétal engendra de minuscules fleurs jaunes pâles, qui, recueillies avec soin, furent sitôt sèches, administrées à la souveraine, alors au paroxysme de l'égarement. Le phénomène retardataire se produisit incontinent, et Dulcéroul, enfin soulagé, retrouva sa raison et son équitable bonté. Ivre de joie, le peuple par une imposante cérémonie, rendit grâce au fédéral et, soucieux d'enrayer les cris prochaines, résolut de cultiver à l'aide d'un arrosage régulier, en la laissant par superstitieux respect dans la main de la statue sans oser semer ses germes nulle part, la plante mystérieuse qui jusqu'alors inconnue dans la contrée n'autorisait qu'une seule hypothèse. Transportée dans les airs par l'ouragan depuis de lointaines régions, une graine, atteignant en sa chute la dextre de l'idole, avait mouru dans la terre végétale, régénérée par la pluie. Suivant la croyance unanime, l'omnipotent fédéral avait lui-même déchaîné le cyclone,
conduit la semence jusqu'à sa main et provoqué chaque ondée germinatrice. Tel était dans l'exposé d'Ibn Battuta le passage favori de l'explorateur Echenoz, qui, une fois à Tombouctou, s'enquit du fédéral. Une scission survenue entre les tribus solidaires l'ayant privé de toute signification, le fétiche, banni de la place publique et relégué comme simple curiosité parmi les reliques d'un temple, avait depuis longtemps sombré dans l'oubli. Echenoz voulut le voir. Dans la main de l'enfant, intact et souriant, se dressait encore la fameuse plante qui, maintenant sèche et rabougrie, avait jadis, l'explorateur réussi à la prendre, conjurée pendant plusieurs années, jusqu'à produire une complète guérison, chaque nouvelle crise de dulcérule. Possédant sur la botanique les notions qu'exigeait sa profession, Echenoz reconnut en l'antique débris horticole un pied d'Artemisia maritima, et se rappela qu'absorbé en quantité minime, sous la forme d'un médicament jaunâtre nommé semaine contra, les fleurs séchées de cette radiée constituent en effet un très actif emménagogue. Pris à une source unique et pauvre, c'est justement à faible dose que le remède avait toujours agi sur dulcérule. Pensant que le fédéral, vu son présent délaissement, pouvait être acquis, Echenoz offrit un large prix aussitôt accepté, puis rapporta en Europe la singulière statue, dont l'historique éveilla fort l'attention de Cantrell. Or Echenoz était mort depuis peu, léguant le fédéral à son ami, en souvenir de l'intérêt porté par celui-ci à l'ancien fétiche africain. Nos regards, fixant le symbolique enfant, maintenant paré pour nous, ainsi que la vieille plante de la plus attrayante gloire, furent bientôt sollicités par 3 hauts reliefs rectangulaires, taillés à même la pierre, dans la portion inférieure du bloc élevé où s'évidait la niche. Devant nous, entre le sol et le niveau de la plateforme que foulait le fédéral, les 3 œuvres, finement coloriées, s'allongeaient horizontalement l'une au-dessous de l'autre et déjà très frustes par endroits, donnaient le sentiment, ainsi que le bloc pierreux entier, d'une fabuleuse antiquité. Le premier haut-relief représentait debout sur une plaine gazonneuse, une jeune femme extasiée, qui, les bras alourdis par une moisson de fleurs, contemplait à l'horizon cette expression d'or, esquissée dans le ciel par d'étroits cirrus que le vent recourbait mollement. Les teintes, bien que passées, subsistaient partout, délicates et multiples, encore nettes sur les nuages pleins de rouges reflets crépusculaires. Plus bas, le second tableau sculptural montrait la même inconnue, qui, assise dans une salle somptueuse, profitait d'une couture béante pour extraire d'un coussin bleu aux riches broderies, certains fantoches costumés de rose et privés d'un de ses yeux. Près de terre, le 3e morceau mettait en scène un borgne en vêtements roses, qui, pendant vivant du fantoche, désignait à plusieurs curieux un bloc moyen de veineux marbre vert, dont la face supérieure, où s'enchâssait à demi un lingot d'or, portait le mot Ego très légèrement gravé avec paraphe et date. Au second plan, un court tunnel, muni intérieurement d'une grille fermée, semblait conduire à quelque immense caverne, creusée dans les flancs d'une marmoréenne montagne verte. Dans les 2 derniers sujets, telle couleur gardait une certaine force, notamment le bleu, le rose, le vert et l'or. Interrogé, Cantrell nous renseigna sur cette trilogie plastique. 7 ans environ avant l'heure actuelle, ayant appris qu'une société se formait en vue de mettre au jour la ville bretonne de Gloanic, détruite et ensablée au XVe siècle par un formidable cyclone, le maître, sans nul esprit de lucre, avait souscrit de nombreuses actions, dans le seul but d'encourager une grandiose entreprise, apte à donner selon lui de passionnants résultats. Par la voix de leurs représentants, les plus grands musées des 2 mondes s'étaient bientôt disputés maintes choses précieuses, qui, dues à des fouilles habiles faites en bonne place, venaient sans retard subir à Paris le feu des enchères publiques. Cantrell, présent à chaque nouvel arrivage d'antiquité, s'était soudain rappelé un soir, à la vue de 3 hauts reliefs peints ornant de face la base d'une grande niche vide récemment déterrée, cette légende armoricaine contenue dans le cycle d'Arthur. Au temps jadis, dans Gloanic, sa capitale, Courmelun, roi de Kerlaguezo, contrée sauvage marquant l'extrême pointe occidentale de la France, sentit, jeune encore, décliner rapidement sa santé dès longtemps précaire. Courmelun, depuis un lustre, était veuf de la reine Pléveneuc, morte en donnant le jour à son premier enfant, la petite princesse Elo. Ayant plusieurs frères envieux qui briguaient le trône, Courmelun, tendre père, songeait avec effroi qu'après son trépas, sans doute prochain, Elo, appelé par la loi du pays à lui succéder sans partage, serait, vu son jeune âge, en butte à maintes conspirations. Dépourvu de joyaux, mais rachetant son défaut de luxe par une extrême ancienneté,
la lourde couronne d'or de Courmelun, ayant, sous le nom de la Massive, ceint de temps immémorial chaque front souverain de Carlaguezo, était devenue à la longue l'essence même de la royauté absolue, et privé d'elle nul prince n'eût pu régner un seul jour. Par suite d'un ardent fétichisme, apte à prévaloir contre toute légitimité, le peuple eut reconnu pour maître tel prétendant assez adroit pour s'emparer de l'objet, prudemment enfermé en un lieu sûr muni de sentinelles. Un ancêtre de Courmelun, Jouel le Grand, avait en des âges lointains fondé le royaume de Carlaguezo ainsi que sa capitale, et porté le premier la Massive, fabriquée sur son ordre. Mort presque centenaire après un règne glorieux, Jouel, divinisé par la légende, s'était changé en astre du ciel et continuait à veiller sur son peuple. Dans le pays, chacun savait le voir au milieu des constellations, pour lui adresser vœux et prières. Confiant en la surnaturelle puissance de son illustre aïeul, Courmelun, miné par ses angoisses, l'adjura de lui envoyer en songe quelques salutaires inspirations. Pour ôter à ses frères jusqu'au moindre espoir de succès, il avait longuement songé à sceller hors de leurs atteintes, dans telle mystérieuse cachette, la couronne révérée, indispensable à toute intronisation. Mais il fallait qu'une fois en âge de défier ses ennemis Hello, pour se faire proclamer reine, pût retrouver l'antique cercle d'or, et la prudence défendait de lui indiquer le repère choisi, tant la force ou la ruse arrache facilement un secret à l'enfance. Obligé de prendre un confident, le roi hésitait, ému par la gravité du cas. Jouel entendit la prière de son descendant, et le visita en rêve pour lui dicter une sage conduite. Dès lors Courmelun n'agit plus qu'en suivant les instructions reçues. Faisant fondre sa couronne, il obtint un lingot de banale forme oblongue, et se rendit au Morne-Vert, montagne enchantée qu'avait illustré autrefois un studieux voyage de Jouel. Vers la fin de sa vie, parcourant son royaume avec sollicitude pour contrôler le bien-être populaire et l'honnêteté de ses gouverneurs, Jouel avait campé un soir dans une région solitaire, entièrement nouvelle pour ses yeux. On avait dressé la tente royale au pied du Morne-Vert, mont chaotique, surprenant par sa nuance glauque et ses reflets de marbre finement veinés. Jouel, intrigué, en tenta l'ascension pendant que le repos s'organisait, frappant sans cesse avec un pieu ferré comme pour en reconnaître la nature, le sol partout résistant. Certains coups l'étonna en provoquant une vague résonance souterraine. Arrêté, il heurta fortement divers points de l'emplacement suspect et perçut un écho sourd, qui, se propageant dans les flancs de la montagne, dénotait la présence d'une importante caverne. Sentant là un abri enviable pour la nuit, qui s'annonçait froide, Jouel, sans gravir davantage, fit chercher par ses gens quelques failles donnant accès dans l'antre imprévu. Contrarié par l'échec de toute investigation, le roi, songeant à l'existence possible d'une ouverture ensablée, ordonna de déblayer, au-dessous de l'endroit sonore, la montagne dont un fin gravier envahissait la base. Quelques travailleurs improvisés s'armant d'instruments de fortune, mirent à nu presque d'emblée le sommet d'une voûte, qu'ils dégagèrent pour le passage strict d'un homme. Jouel, pénétrant torche en main dans l'étroit couloir, eut vite connaissance d'une caverne splendide, tout en marbre vert garnie par un étrange phénomène géologique d'énormes pépites d'or, représentant à elle seule une incalculable fortune, susceptible d'être décuplée par celle que recelait à coup sûr l'épaisseur du massif. Ébloui, Jouel voulut, en les réservant pour d'éventuelles époques de ruineux malheur, garantir de toute cupidité ces richesses fabuleuses, présentement inutiles à un royaume heureux, jouissant d'une calme prospérité due au génie de son fondateur. Taisant ses pensées, le roi se fit rejoindre par sa suite, et la nuit s'écoula paisible dans l'hospitalière caverne. Le lendemain, un va-et-vient s'établit avec le plus prochain village, et des ouvriers se mirent à l'œuvre sous la conduite de Jouel. Libérés par leurs soins de tout ensablement, l'étroit passage primitif devint un spacieux tunnel, à mi-chemin duquel, après évacuation de la grotte, on établit une importante grille à 2 battants, dépourvue de serrure par ordre formel du roi. Alors devant tous, Jouel, qui pratiquait la magie, prononça 2 solennelles incantations. Par la première, il rendait à jamais l'extérieur du mont invulnérable aux plus durs outils, et fermait impérieusement par la seconde, l'épaisse et haute grille, immunisée en même temps contre le bris et le décèlement. Puis le monarque fit aux assistants de précieuses révélations. Actuellement ignoré de lui-même, impuissant à reconquérir quand il l'eût voulu, les richesses interdites, certaines phrases magiques,
relatant un personnel événement surhumain appelé à illustrer sa mort, serait à même d'ouvrir momentanément la grille à chaque impeccable énoncé. Une seule fois au cours des siècles futurs, en cas de grand désastre public dont le déchaînement ou l'expectative pourrait nécessiter l'appoint de ses trésors, Joël aurait la faculté de dévoiler à l'un de ses successeurs, au moyen d'un songe, le propos kabbalistique. Il livrait d'avance la substance du sésame, pour que maint téméraires, par leurs essais périodiques, sauvassent l'important gisement de l'oubli forcé, ou lui plongé un emprisonnement absolu. Un mois plus tard, rentré à Gloanic après l'achèvement de sa tournée, Joël, par une nuit limpide, mourut chargé d'an et de gloire, et soudain un astre neuf brilla au firmament. Prompt à reconnaître là cet incident surnaturel récemment prédit par Joël pour l'heure de son trépas, le peuple, avec certitude, salua en l'étoile imprévue l'âme même du défunt, prête à veiller éternellement sur les destinées du royaume. Sachant désormais quel fait devait exprimer la formule propre à livrer les immenses biens du Mornevers, le nouveau souverain, ambitieux fils de Joël, prononça devant la grille ensorcelée force texte laconique rapportant de 1000 façons diverses la transformation du feu roi, en astre des cieux. Mais il n'atteignit pas le dire juste, car les battants restèrent clos. Et ce fut toujours en vain que dans la suite, de semblables tentatives eurent lieu de rechef. Or, cette proposition rebelle, Courmelon pendant son rêve, l'avait reçue des lèvres de Joël, autorisé à en faire l'aveu par le menaçant orage politique suspendu sur le royaume. Au seuil du Mornevers, il l'émit en ces termes, dont les chercheurs au cours des siècles s'étaient seulement approchés. Joël brûle astrocieux. La grille s'ouvrit largement, puis se referma, franchie par le visiteur qui pénétra dans la grotte verte. Par ordre de Joël, dont il comprenait le mobile, Courmelon venait cacher là tout l'or de sa couronne. Où trouver une retraite plus sûre que cet antre, depuis si longtemps inviolé en dépit de 1000 efforts? Puis, au cas même où un intrigant eut à force d'essais déniché le sésame exact, la présence dans la caverne d'innombrables pépites, dont la massive transformée par sa fonte ne se distinguait en rien, constituait une garantie contre l'usurpation redoutée. Seul, en effet, vu le fétichisme populaire, un front ceint de la couronne ancestrale reconstitué sans nul conteste avec son or primitif pourrait devenir royal. Et quel moyen aurait-on d'identifier le lingot vénérable, parmi tant d'autres spécimens pareils à lui? Extrayant sans trop de peine un long caillou à moitié pris dans la surface d'un bloc isolé de marbre vert, Courmelon obtint une cavité parfaite, où le précieux objet lourd entra juste, offrant dès lors le même aspect que les multiples échantillons d'or partout sertis dans l'ophyte de la caverne. Mais un trop strict anonymat du lingot eût enlevé toute possibilité de règne à Hello même, qui, un jour, avant de lui rendre pour son front la forme d'une couronne royale, serait forcé d'en prouver au peuple, grâce à une marque irréfutable, la provenance presque divine. Avec la pointe de son poignard, Courmelon, toujours sur injonction de Joël, commença de signer sur la plateforme du bloc vert en ne rayant que finement le marbre. Depuis l'origine, les rois de Kerlaguezo apposaient sur les actes importants, au lieu de leur nom, le mot ego, qui renforçait leur prestige en faisant de chacun pendant son règne, le moi suprême, à la fois source et aboutissement de tout. L'écriture et la date rachetaient cette uniformité syllabique, en désignant doublement sur chaque pièce le souverain en cause. N'hésitant pas en pareille occurrence à choisir sa griffe prédominante, Courmelon grava son ego habituel, puis data, non sans recouvrir aussitôt l'inscription entière d'une mince couche de sable. Par cette dernière précaution, le roi, qui en outre à son entrée, avait pour agir gagné exprès la plus obscure région de la grotte, rendait presque impossible pour tout chercheur non averti ayant par chance inouïe réussi à prononcer le vrai sésame, la découverte de l'indice inhérent à l'épigraphe. Courmelon, avec les 5 vocables puissants, rouvrit pour sortir la grille prompte à se refermer derrière lui. Revenu de son expédition, il déclara publiquement, mais en taisant chaque détail, que la massive maintenant fondue, reposait par ses soins dans le Mornevers dont Joël en songe, lui avait livré le magique mot de passe. Il importait que le peuple, pour garder foi en l'avenir, sût qu'enfoui en lieu sûr l'or sacré, dont la perte supposée l'eût réduit à un dangereux désespoir, était prêt à donner encore sa sanction à de futurs souverains. Sentant déjà l'étreinte de la mort, Courmelon, hâtivement, acheva d'exécuter les ordres de Joël, qui, avec maintes recommandations annexes,
lui avait enjoint de prendre sans crainte pour remplir l'indispensable office de confident universel, un certain le Quillec, bouffon de la cour. Borgne et hideux, le Quillec, pour outrer le grotesque de sa personne, objet de la risée générale, s'habillait toujours en rose comme le plus coquet damoiseau, et plein d'esprit dans la riposte, cachait sous son enveloppe comique une âme droite et bonne, sincèrement dévouée au roi. D'abord étonné d'un tel choix, Courmelon, à la réflexion, admira la sagesse de Jouel. Mandataire plus sûr que quiconque, le Quillec, en tant qu'être vil et bafoué indigne à tous les yeux d'avoir pu être élu comme dépositaire d'un grand secret, serait en outre à l'abri de toute insistance ou menace tendant à le faire parler. Le roi, sans restriction, révéla au bouffon la formule introductrice, la place du lingot fameux et l'existence de la signature probante. Quand arriverait le moment propice d'agir, Hélo, avertie comme fille de race souveraine et divine par un de ces signes célestes refusés aux simples humains tels que le Quillec, viendrait de son propre mouvement trouver le borgne pour lui réclamer ses secrets. Ce jour-là seulement, afin qu'une involontaire marque d'intérêt ou de faveur ne pût éveiller prématurément les soupçons de l'entourage, l'étrange confident aurait été désigné à l'orpheline, par un moyen que devait ignorer le Quillec même, actuellement voué à une longue attente passive. Congédiant le bouffon, Courmelon prit dans une réserve de jouets destinée à sa fille un fantoche habillé de rose dont il ôta un œil. La reine Plevneuc, pendant sa grossesse, avait brodé sans nulle aide un luxueux coussin bleu, appelé dans sa pensée à soutenir près d'elle sur sa couche jusqu'au jour des relevailles, l'enfant qu'elle attendait. Courmelon s'était toujours efforcé d'inculquer à Hélo le respect de cette relique, dont la pauvre mère, surprise par la mort, n'avait pu faire usage. Ouvrant une portion de surjet, il glissa le fantoche au plus profond de la plume, puis enjoignit à une camérière de recoudre l'endroit béant, dû selon son dire à un accident. Le roi apprit sans témoin à Hélo, mis en demeure de garder le secret de l'entretien, qu'un présent l'attendait enfermé dans le coussin bleu, dont elle ne devrait explorer les flancs que sur un ordre céleste. Jusqu'à la fin, Courmelon n'avait fait que suivre en tout les prescriptions de Jouel, dont il louait en lui-même la prévoyante pénétration. Destiné en effet à ne recevoir l'avertissement céleste qu'armé par l'âge contre ses antagonistes, Hélo, en fouillant le coussin, qui vu sa provenance auguste ne risquait pas de se perdre, serait forcé de chercher quelque symbole dans l'insolite offrande, faite à une adulte d'un simple jouet naïf. À la longue, l'habit rose et l'œil absent du fantoche évoqueraient fatalement dans sa pensée en travail le bouffon le Quillec qu'elle irait questionner. De plus, si odieusement pressurant, les princes collatéraux arrachaient à Hélo encore enfant et faible le secret du coussin bleu, sans raison d'insister, vu l'intégralité apparente de l'aubaine, jusqu'au si essentiel aveu du signal céleste à attendre, l'immersion hors de l'épais duvet, dépourvue du précieux document espéré, d'une bizarre poupée amusante si bien adaptée à l'âge de la destinataire, semblerait trahir uniquement le tendre caprice d'un père soucieux de doubler l'attrait de son cadeau par l'imprévu d'une ingénieuse cachette. L'objet, sans conséquence palpable, serait évidemment remis à Hélo, qui, se bornant alors à l'employer pour ses jeux, se dirait brusquement plus tard, au jour de la manifestation céleste, que l'heure venait seulement de teinter, où elle eût dû sonder le coussin. Aussitôt, voyant jurer la puérilité du don avec l'épanouissement de sa jeunesse, elle tomberait dans de fécondes réflexions, et se rappelant les deux saillantes particularités du jouet, ferait le rapprochement voulu, prompt à la conduire vers le Quillec. Bientôt Courmelon mourut. Ses frères, profitant de la minorité d'Hélo pour former des partis, déchaînèrent la guerre civile, chacun tâchant de conquérir le pouvoir. Mais faute de leur sacré apte à reconstituer la massive, nul d'entre eux ne parvint à se faire admettre pour roi. Vainement de nouvelles paroles furent essayées pour ouvrir l'inflexible grille du morne vert, surtout fascinant désormais en tant qu'habitacle du lingot monarchique. Assailli de questions par ses oncles comme dépositaire probable de quelques révélations paternelles devant conduire au but, Hélo sut garder son secret tout entier. L'anarchie dès lors mina le royaume, puisque Hélo même, avant de posséder la massive, ne pouvait être reine. Toujours affublé de roses, le Quillec, nanti d'une pension viagère léguée par Courmelon, faisait rire à la promenade, en ripostant finement à leurs quolibets, tels anciens habitués de la cour. Le temps passa, et Hélo, à 18 ans,
se prit à songer sans trêve aux symptômes célestes prédits par son père, dans l'espoir qu'un moyen lui serait alors offert de sauver le pays, définitivement ruiné par un laps ininterrompu de chaos et de lutte intestine. Un soir de juillet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.